Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Storia Voce et vous y êtes bien. Je vous le rappelle, nos podcasts sont gratuits. Afin de préserver cette gratuité, n'hésitez pas à nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don et en fonction de la valeur donc de ce don, nous vous offrirons un abonnement de 3 mois, de 6 mois ou d'1 an au magazine Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Sylvain de Stéphane, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur à l'université de Caen, Normandie. Vous y enseignez l'histoire antique, auteur de plusieurs ouvrages. Vous venez, spécialiste du christianisme d'ailleurs, vous venez de publier aux presses universitaires de France 542, la fin de l'Antiquité. Alors nous allons essayer de comprendre au cours de cette émission pourquoi vous estimez que la date de 542 est plus importante que la fameuse date de 476, généralement retenue afin de marquer la fin d'une époque, la fin de l'Antiquité. Il s'agit, comme chacun sait, de la date de la déposition de Romulus Augustule par Odoacre. Mais peut-être une première question, Sylvain de Stéphane, sous forme, je dirais, un peu de la palissade, mais qui me semble importante. Pourquoi les dates, précisément, sont-elles si importantes en histoire ? Peut-on dire qu'aujourd'hui, elles gardent cette importance ? Je crois que les dates, d'abord, sont utiles lorsqu'on fait l'apprentissage de l'histoire. Avant d'être professeur à l'université, j'étais professeur dans le secondaire, où j'enseignais à tous les niveaux de la classe de 6e à la classe de terminale. Et je crois qu'il est important, lorsqu'on débute, lorsqu'on commence à connaître l'histoire, et parfois une histoire fort ancienne, comme celle de l'Antiquité, évidemment, d'avoir des repères clairs, des repères évidents. Que ces repères soient ensuite tout à fait pertinents, tout à fait justes, c'est une autre affaire, mais il est important, je pense, d'avoir dans son esprit assez rapidement des jalons. Évidemment, la question qui se pose ici, que vous soulevez avec à propos, est celle de savoir si l'année 476 constitue ou non une date pertinente, un jalon utile ou pas pour les élèves et, j'allais dire, plus globalement pour notre compréhension du passé. Alors, je vais y arriver naturellement, mais je reste sur cette idée de date, parce qu'en fait, depuis, et même d'historiographie, depuis une quarantaine d'années, l'histoire des représentations a bouleversé l'historiographie, et on explique que la valeur d'un événement, au fond, varie d'une époque à l'autre. Est-ce que le risque n'est pas justement de démonétiser la chronologie ? Alors, dans cette collection, justement, qui s'appelle Une année dans l'histoire, dirigée par un collègue de classe préparatoire, Florian Louis, pour ne pas le citer, son idée est justement de proposer aux auteurs, hommes et femmes qui ont accepté de participer à cette nouvelle collection, une année. Ce qui est intéressant, c'est qu'une très grande latitude a été laissée aux différents auteurs pour choisir soit une année célèbre, j'allais dire, canonique, inscrite depuis longtemps dans notre patrimoine, en tout cas de l'histoire occidentale, telle qu'elle est enseignée dans le système secondaire ou universitaire, mais aussi la possibilité, si l'auteur le souhaite, de proposer une date à contre-courant, une date à rebours, une date différente, une divergence chronologique, et c'était le cas justement pour les 2 premiers volumes de cette collection, puisque initialement, Florian Louis m'avait proposé l'année 476 que j'ai récusée au profit de l'année 542, tout en expliquant et en justifiant ce choix. De la même manière, une autre collègue, Virginie Adan de l'Université de Nantes, a elle choisi l'année 1619, qui évidemment ne dira rien je pense, à la plupart de nos éditeurs, mais qui en fait correspond à l'arrivée sur les côtes de Virginie de 2 navires corsaires anglais qui ont déposé, je devrais dire plutôt vendu, leurs marchandises humaines, des esclaves qui avaient été capturés sur un navire négrier portugais. L'année 1619 se trouve 1 an avant l'arrivée du Mayflower et elle a eu un grand retentissement en 2019 pour la commémoration de cet événement, justement pour cette autre naissance de l'Amérique. Dans le cas présent, donc, je ne dis pas qu'il faut
faire table rase du passé et en particulier faire table rase des dates canoniques. Je propose simplement peut-être de changer notre regard, en tout cas notre perception du passé, en proposant une nouvelle date moins butoir que, j'allais dire, une date charnière. Alors, à contrario, en s'attachant à une date, est-ce qu'on ne prend pas le risque de valoriser certains événements au détriment d'autres événements? Votre question est particulièrement pertinente, puisque c'est exactement ce vers quoi j'ai, dans une majeure partie du livre, tendu, c'est-à-dire essayer de montrer comment il y avait la simultanéité de plusieurs événements à travers le monde méditerranéen qui tous se situaient en 542. Mais je me suis plu également, dans la conclusion de ce livre, de montrer à mesure que l'on ouvre la focale et qu'on élargit son point de vue et qu'on s'éloigne progressivement du monde méditerranéen vers des mondes plus lointains. Par exemple, au-delà de la Corne de l'Afrique, au-delà de la péninsule arabique, vers l'Asie centrale ou l'Extrême-Orient, que cette chronologie, évidemment, n'a absolument plus aucun sens. On peut toujours s'amuser à rechercher des événements qui ont eu lieu la même année pour essayer d'en faire, j'allais dire, une année plus importante que celle qui précède ou celle qui succède dans l'histoire. Dans le cas présent, justement, ce choix de date résulte, je dirais, avant tout de la concomitance ou la concaténation d'événements très importants et qui étaient, j'allais dire, bien présents en fait dans l'historiographie. Je n'ai pas créé l'événement, si je puis permettre cette expression. Alors, peut-être une question plus personnelle. Comment le chercheur que vous êtes s'est réveillé un matin en se disant « mais au fond, la date de 542 est plus importante que celle de 476 ». C'est une longue maturation ? Alors en fait, non, c'est pas une longue maturation du tout. Ça peut paraître un peu étonnant. Il faut simplement revenir, j'allais dire, 1 an en arrière. Il y a 1 an, j'étais aux États-Unis pour un séjour de recherche. Et c'est en plein hiver, sur la côte est où il fait extrêmement froid, que je reçois un matin un courriel de Florian Louis, donc le directeur de cette nouvelle collection, me proposant un ouvrage sur l'année 476. Étant pris par d'autres obligations, je lui ai demandé un temps de réflexion. Puis je lui ai écrit quelques jours plus tard, en fait, en lui disant qu'il était difficile de rédiger un livre entier sur l'année 476, même s'il en existe. Un collègue italien, par exemple, de l'Université de Rome 3, a rédigé un livre d'environ 160 pages sur l'année 476. En réalité, l'année 476 représente 5 pages du livre. Le reste, en fait, c'est avant et après, mais c'est pas pendant, parce qu'on a peu de sources. Et du coup, je lui ai proposé d'emblée l'année 542, que j'avais déjà dans un coin de ma tête, ce qui peut paraître étonnant. Et je lui ai envoyé, j'allais dire presque dans l'après-midi, le plan détaillé en fait, du livre, que j'avais déjà dans un coin de ma tête. Et le plan n'a pas changé en fait, entre ce que je lui ai envoyé et ce que j'ai écrit. Eh bien, nous allons nous plonger dans le sujet. Donc, la 542, la fin de l'Antiquité, parue aux presses universitaires de France. Peut-être faut-il rappeler le contexte. Rome n'est plus dans Rome et il existe une nouvelle Rome. Il s'agit de Constantinople. Quelles sont, à l'époque, les relations politiques, administratives, voire religieuses entre Constantinople et Rome, en quelques mots? Alors, les relations entre les deux villes sont très étroites, tellement étroites que Constantinople a été organisée, conçue, idéalisée comme une seconde Rome ou comme une nouvelle Rome. Ces noms de seconde Rome, mais surtout cette expression de nouvelle Rome, date elle-même de l'Antiquité. Elle date déjà de la fin du IVe siècle. Donc le mimétisme est très ancien. La ville de Constantinople est d'ailleurs conçue par son fondateur et ses successeurs, par les empereurs romains, ceux qui résident évidemment dans la partie orientale, d'abord comme une résidence, puis comme une capitale, en l'espace en gros d'une génération, au milieu du IVe siècle. Et elle va être organisée, idéalisée comme Rome, au point qu'on va, par exemple, rechercher autant de collines à Constantinople qu'il y en a à Rome, ce qui est totalement absurde, évidemment, parce que la topographie des lieux n'a rien à voir, où on va aussi diviser la ville en 14 régions urbaines, parce que Rome est divisée en 14 régions urbaines. À l'époque qui nous intéresse, au VIe siècle, le rapport s'est inversé.
tout simplement parce que la ville de Rome a été d'une certaine manière, on pourrait dire, décapitée ou décapitalisée. Elle n'est plus la capitale d'un empire en Occident. Au mieux, la résidence d'un roi romano-barbare qui est roi d'Italie, en fait, et de quelques régions voisines. Et sa population a nettement diminué. À l'inverse, la population de Constantinople n'a cessé de croître tout au long du 4e, du 5e et jusqu'en 542, où là, la croissance s'interrompt de manière brutale et définitive. Et ce rapport de force, même si après 542, Constantinople a été affaibli par les événements qui l'ont touché, Constantinople reste beaucoup plus importante sur le plan politique, démographique ou commercial que Rome. En revanche, il y a sur un plan, vous l'avez noté avec raison, une différence, c'est la primauté de l'Église de Rome sur celle de Constantinople. Même dans les premiers conciles universels, ce qu'on appelle les conciles écuméniques, l'Église de Constantinople reconnaît la primauté d'honneur, je précise bien la primauté d'honneur et pas la juridiction, la supériorité, j'allais dire temporelle, de l'évêque de Rome. Alors, il y a un personnage central dans votre récit, c'est Justinien Ier, Justinien le Grand, il est né vers 482, il est mort en 565, il arrive au pouvoir en 527, un règne de plus de 38 ans, ce qui est considérable dans l'histoire universelle tout court. Or, il s'agit d'un empereur chrétien. Peut-on dire qu'il fut comme Melchisédek, ce personnage dans la Bible, qui était à la fois roi et prêtre ? Le personnage de Justinien est pour nous tout à fait fascinant parce que, par un hasard curieux de l'histoire, nous avons peu de sources pour le 5e siècle. Donc, il y a une sorte de vide documentaire en Orient et en Occident. Et nous avons en revanche abondance de sources pour le règne de Justinien. Donc non seulement le règne de Justinien est exceptionnellement long, lui-même a une longévité tout à fait singulière. Il faut imaginer dans une société prémédicalisée de manière toute statistique et morbide, l'espérance de vie se situe autour de 20 ans et lui, il vit plus de 80 ans. Donc déjà, il est d'une résistance, je veux dire, physique, presque surhumaine pour cette époque. L'autre point aussi qui est important pour le règne de Justinien, c'est que cette abondance de sources nous permet de connaître et d'avoir un éclairage sur des aspects très variés de cette époque, en particulier la volonté qu'a l'empereur chevillé au corps d'instaurer, d'instituer, j'allais dire d'établir par la contrainte et la force si nécessaire, une société profondément et entièrement chrétienne. Et ce projet de christianisation n'est pas un projet nouveau. La christianisation de l'Empire, j'allais dire, débute avec le christianisme, mais surtout s'accélère à partir de la fin du IVe siècle. Le projet de Justinien est très simple, c'est d'achever en fait ce projet de christianisation de l'Empire, c'est-à-dire d'établir un empire romain chrétien. Pour lui, les termes sont quasiment d'ailleurs identiques, romains et chrétiens. Est-ce qu'on peut parler de théocratie ? Alors, l'empereur a eu la tentation, il est évident, d'intervenir dans les débats théologiques. Parce que cet empereur, Justinien, a manifestement une véritable culture théologique. C'est un individu qui vient d'un milieu probablement assez modeste des Balkans. Il est de langue latine à l'origine, mais grâce à son oncle et empereur, ça aide toujours d'avoir un oncle empereur, surtout quand l'oncle n'a pas d'héritier direct, eh bien il succède à son oncle en 527 et très rapidement, il fait montre d'une volonté qu'on pourrait qualifier aujourd'hui une forme de césaropapisme, c'est-à-dire un empereur qui veut intervenir dans les affaires religieuses. Ce n'est pas très original, mais il le fait avec une intensité et, j'allais dire, une fréquence tout à fait inaccoutumée, au point d'avoir parfois suscité un peu la curiosité, voire la méfiance ou l'hostilité de ses contemporains, parce qu'il veut imposer des choix doctrinaux, pas seulement des choix disciplinaires, mais des choix doctrinaux, à une époque où la communauté chrétienne est déjà divisée depuis à peu près un siècle, sans entrer dans tous les détails, c'est en particulier les débats sur la nature du Christ incarné. Ça nous paraît être, dit comme ça, des débats byzantins sans intérêt. En fait, il faut comprendre que pour tous ces individus inquiets évidemment de leur salut, la nature du Christ, en fait, détermine leur rapport à Dieu et en particulier la possibilité ou non de participer à leur salut.
C'est ça qu'il faut avoir absolument à l'esprit pour comprendre pourquoi ces débats intéressent autant en fait les populations de l'époque. Et ce sont des débats qui certes peuvent paraître et sont effectivement très techniques, des débats théologiques très pointus, et l'empereur est capable d'y participer et de prendre position dans un sens ou dans un autre, mais qui ont aussi un écho au sein de la population. Alors pourquoi 542 ? 542, c'est son édit dogmatique. En quoi ce texte est révélateur du passage d'une époque à une autre ? Alors cet édit dogmatique n'est pas le premier édit dogmatique pris par un empereur. Le premier édit dogmatique pris par un empereur est conservé par la documentation. En fait, on en a plusieurs. Dès le milieu du IVe siècle, les empereurs encouragent ce qu'on appelle une définition de la foi ou un symbole, c'est-à-dire une formule doctrinale simple qui va regrouper l'essentiel de la foi chrétienne ou du dogme chrétien. Donc, ce n'est pas tout à fait original ce que fait Justinien sur ce plan-là. En revanche, ce qui est plus original, c'est la volonté qu'il a d'imposer ce choix doctrinal. Donc cet édit dogmatique n'est pas le premier édit dogmatique pris par un empereur. En revanche, il est imposé avec une force tout à fait nouvelle. Mais il faut imaginer que ce caractère qui peut nous sembler autoritaire découle tout simplement du souci qu'a l'empereur d'assurer le salut de ses sujets. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une relation hiérarchique entre le souverain et ses sujets, c'est aussi le rapport d'un fidèle qui pense avoir un rôle particulier au sein de l'Église, même s'il est un laïc. Et Justinien ne s'est jamais considéré autrement que comme un laïc, et donc n'a pas, par exemple, célébré la liturgie, qui, je vous rappelle, le propre même des clercs. En revanche, il a le souci qu'il doit agir pour assurer le salut de son peuple. Donc il y a une dimension, je ne vais pas dire prophétique, mais en tout cas, il y a une volonté sotériologique de la part, salvatrice de la part de Justinien dans son projet religieux. Ce qui va être une constante des monarchies médiévales, au fond. Alors, dès le premier chapitre, on va revenir sur cette idée, notamment cette idée d'universalité, de salut, d'unité. Et justement, cette unité est brisée par un fait étranger à la question religieuse. C'est ce par quoi vous terminez votre premier chapitre, c'est la question de la peste. La peste, en quelque sorte, va comme briser notamment aussi cette unité religieuse ? Alors la peste n'a pas brisé l'unité religieuse. La peste qui apparaît à la toute fin de l'hiver 541-542 et qui se propage à travers toute la Méditerranée à partir de 542, elle va plutôt servir d'argument, dans un sens ou dans un autre. À une époque, bien sûr, vue de notre société très sécularisée, voire déchristianisée, il est difficile de se remettre dans l'esprit et avoir les valeurs ou adhérer aux valeurs des hommes de l'Antiquité ou d'individus du VIe siècle, qu'ils soient romains ou non, mais en tout cas qui étaient chrétiens. Pour ces individus, inquiets de leur salut et inquiets évidemment face à un Dieu qui peut leur paraître un Dieu de courroux et pas seulement un Dieu d'amour. Oui, parce que c'est vu comme un châtiment divin. Exactement. La peste est vue comme un châtiment divin. La peste est un châtiment. Et donc, il faut interpréter châtiment. Pourquoi Dieu donne-t-il une telle sanction à une humanité qui semblait pourtant être, j'allais dire, presque ordonnée, en ordre de bataille, dans l'attente de la fin des temps. Certains courants sont des courants millénaristes, ils y ont vu la fin des temps. D'autres y ont vu, évidemment, en particulier chez les adversaires de Justinien, la preuve que Dieu punissait l'empereur et ses sujets pour s'être écartés de ce qu'ils considéraient comme la vérité dogmatique, c'est-à-dire une doctrine qui était différente de celle défendue par l'empereur. Mais même parmi les partisans de l'empereur, cette peste peut être interprétée comme un châtiment divin parce que l'on ne va pas assez loin dans la christianisation et la mise en conformation de la société romaine
avec les préceptes évangéliques. Alors on va revenir naturellement sur la peste qui, là aussi au même titre que le personnage de Justinien, jalonne votre ouvrage. Passons au droit. Dans votre chapitre, le dernier juriste, vous évoquez le personnage de Tribonien. Qui était Tribonien et que nous dit-il sur l'évolution du droit et pourquoi donc cette date de 542 marque pour notre Tribonien un événement, une année particulière? Alors ce personnage de Tribonien m'a beaucoup intéressé parce qu'il est caractéristique de la transformation des élites de pouvoir de l'époque. Là, nous quittons, j'allais dire, un peu la sphère chrétienne, même si Tribonien lui-même est un chrétien, ce qui est tout à fait normal, puisqu'à l'époque, il n'y a quasiment plus de païens susceptibles de pouvoir faire carrière au sein de la fonction publique. Ce personnage de Tribonien, il est symptomatique en fait d'une évolution de la classe dirigeante. Nous sommes dans un empire de Justinien qui est un empire en gros centré sur la moitié orientale de la Méditerranée, où le grec est la langue véhiculaire, quand il n'est pas la langue maternelle. Et ce personnage de Tribonien qui vient d'Asie mineure, aujourd'hui dans le sud de la Turquie, même plus précisément, est un personnage qui a le grec pour langue maternelle, qui reçoit une excellente éducation, mais qui décide de faire des études de droit. Or, le droit romain s'étudie en latin, oui. S'écrit en latin, s'apprend en latin. Donc le personnage se retrouve à être un personnage tout à fait bilingue, et ce personnage est la cheville ouvrière de l'œuvre juridique considérable que nous avons de Justinien. C'est le principal inspirateur, ou en tout cas le principal rédacteur de nombre des lois de Justinien. Il faut imaginer que Justinien, de même qu'il veut conformer la société romaine aux préceptes évangéliques, veut organiser cette société selon des règles de plus en plus strictes, de plus en plus nombreuses. Il y a une sorte de boulimie normative de la part de Justinien, et cette boulimie, elle s'exprime à travers justement les lois rédigées par Tribonien. Et donc, il y a aussi le passage donc, du latin au grec qui constitue un fait marquant, le passage d'une époque à l'autre. Alors ce passage du latin au grec se fait progressivement, puisque le latin reste une langue de pouvoir, il reste toujours une langue administrative, c'est aussi la langue du pouvoir à Constantinople. Rappelons que l'empereur lui-même a le latin pour langue maternelle. Mais en même temps, on voit au cours du règne de Justinien des mesures qui sont prises pour que toutes les lois impériales, certes rédigées originellement en latin, puissent également être diffusées dans l'Empire et dans les différentes provinces, et dans les nombreuses cités. Il y a des dizaines de provinces, il y a des centaines de cités, qu'elles soient diffusées dans le texte original, donc version latine, mais aussi en traduction grecque pour faciliter leur compréhension et donc leur application. Que nous dit au fond cette profusion législative de Justinien, de ce qu'il est, de ce qu'il souhaite au fond, réformer? C'est un empereur réformateur, c'est un empereur normalisateur, c'est un empereur qui veut aussi corriger. C'est aussi un empereur qui est correcteur. Et donc, cette volonté de transformation peut nous paraître à un millénaire et demi de distance comme une sorte de mise en ordre ou de mise au pas de la société de son temps, puisque Justinien intervient dans tous les domaines possibles et imaginables. J'en citerai qu'un seul, par exemple, ce sont les évêques. Les évêques sont tellement, en tout cas le corps épiscopal est tellement réorganisé par Justinien que parfois on a parlé de fonctionnalisation des évêques, tellement ils se retrouvent à être utilisés comme un des rouages de l'administration impériale pour tout simplement faciliter l'application des décisions de l'empereur. Ce qui va le sens de la christianisation de la société. Je reviens d'ailleurs sur la christianisation. Vous décrivez le parcours d'un autre personnage, Jean d'Éphèse. Peut-on en faire le témoin de la fin de l'Antiquité? Ce Jean d'Éphèse est un personnage auquel j'avais... à l'époque de ma thèse, donc ça remonte un peu à plus de 20 ans, consacré bien des pages. Il s'agit d'un personnage tout à fait exceptionnel, contemporain donc de Justinien, l'empereur, ou bien de Tribonien, le juriste. Ce Jean d'Éphèse est un personnage tout à fait remarquable parce qu'il incarne en fait la naissance, l'organisation, le développement d'une église concurrente qui est ce qu'on appelle l'église syro-jacobite,
c'est-à-dire c'est une église qui se développe surtout en Mésopotamie et en Syrie. Aujourd'hui, en gros pour nous, c'est une église qui se situerait entre l'est de la Syrie et le nord de l'Irak. Et c'est une église qui est originale, car c'est une église qui n'est pas nationale, c'est une église qui n'est pas liée à un État particulier, c'est une église transnationale, une église transfrontalière, qui est à cheval entre le monde romain et le monde perse, et c'est une église qui défend une doctrine chrétienne différente de celle de Justinien. C'est la raison pour laquelle ce personnage de Jean d'Éphèse va être à la fois une sorte de globe-trotteur, de personnage itinérant qui traverse vraiment toute la partie orientale de l'Empire, dont il est d'ailleurs un témoin tout à fait remarquable, et qui cherche en même temps à constituer, reconstituer, non seulement une église qui défende ses propres positions doctrinales, mais également à créer une mémoire, la mémoire de cette église, la mémoire de cette communauté, une mémoire dissidente, une mémoire différente, mais une mémoire néanmoins légitime dans la perspective de Jean d'Éphèse. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe de voir ce personnage, parce que vous le montrez à un moment proche de Justinien, ils étaient mais ils n'avaient pas la même foi, ils avaient une perception justement de la nature du Christ qui était différente, et pourtant Justinien l'appréciait, et non seulement il l'appréciait, mais en plus il lui donnait une mission, il lui a donné une mission, et cette mission, vous en concluez que ça en fait en quelque sorte le premier inquisiteur de l'histoire. Voilà, parce qu'en fait, ce qui peut paraître étonnant, c'est que ces deux individus très différents, il faut imaginer d'un côté l'empereur romain à Constantinople, voilà, qui défend une position doctrinale particulière et qui fait preuve d'un autoritarisme certain, et de l'autre ce Jean d'Éphèse qui, malgré son nom, n'est pas d'Éphèse, il vient de Mésopotamie, un moine de langue syriaque qui a appris le grec, donc qui est devenu bilingue. Mais ces deux individus, quoique défendant deux positions doctrinales distinctes, voire adverses, se rejoignent sur un point qui est essentiel pour eux, c'est de faire triompher, coûte que coûte, le christianisme. Et ils ont en face d'eux un ennemi commun, un ennemi en fait très affaibli, j'allais dire un peu un ennemi qui est déjà à un genou à terre, voire déjà les deux genoux à terre, c'est le paganisme. Et les deux individus vont s'entendre, justement, l'un pour donner de l'autorité, des moyens et un financement, l'empereur, l'autre pour conduire avec ses groupes de moines et de clercs des campagnes, j'allais dire musclées, pour faire disparaître le paganisme, c'est-à-dire pour contraindre les derniers païens à se convertir de force au christianisme. Donc, au-delà des divisions au sein du christianisme, il s'agissait d'aller au-delà de ces divisions et de faire en sorte de créer une unité chrétienne. Est-ce qu'on peut parler de chrétienté ? Alors, cette chrétienté, en fait, c'est, j'allais dire, quasiment, ce serait le mot qui permettrait de résumer le mieux l'action religieuse de Justinien. Créer une chrétienté et que cette chrétienté soit dans une large mesure le décalque de la romanité. Ce qui est romain doit être chrétien et vice-versa, même si Justinien sait qu'il y a des chrétiens aussi, des communautés chrétiennes au-delà des frontières de son empire. Et le but, justement, de Justinien est de créer cette chrétienté qui est divisée depuis à peu près un siècle, lorsqu'il devient empereur. Et son édit dogmatique, ou ses différentes tentatives qu'il mène avec les différentes options doctrinales chrétiennes qui existent, dont celle représentée la plus importante, qui est celle représentée par Jean d'Éphèse, finalement aboutissent à un échec. La chrétienté, le rêve de chrétienté romaine ou de chrétienté universelle, échoue justement par l'impossibilité de réconcilier détenteurs ou partisans de l'Église, j'allais dire impériale, et de l'autre, les partisans de l'Église soutenus par Jean d'Éphèse. Alors, on va sortir du fait religieux, même si on va le retrouver dans quelques instants, mais je voudrais passer au fait militaire. Le titre de votre chapitre 4 est révélateur, la fin de l'Empire universel. Avant d'aborder à proprement parler la question militaire, peut-être un mot sur la nature de l'Empire. Il y a toujours au VIe siècle cette volonté de combiner l'universalité et la régionalité. Alors, le poids des régions existe bien de l'Empire. On pourrait dire qu'il y a même une sorte d'accentuation du caractère régional de certaines portions de l'Empire
par exemple la particularité de l'Égypte ou bien la particularité de la Syrie. Mais cet empire, en tout cas, lorsque Justinien devient empereur en 527, est en fait tout simplement la partie orientale de l'Empire romain qui a surmonté les invasions des siècles précédents. Donc de manière un peu paradoxale, alors que l'Empire romain s'est constitué de l'Occident vers l'Orient en partant depuis Rome pour s'étendre à toute la Méditerranée, à l'époque de Justinien, de cet empire, en fait, il ne subsiste que la moitié orientale et qui est centrée sur Constantinople, la Nouvelle Rome. Et le projet, justement, de Justinien est de reconstituer, dans la mesure du possible, l'Empire romain tel qu'il était du temps de sa plus grande expansion territoriale, c'est-à-dire en gros autour de l'an 300, ce qui l'amène à tenter de reconquérir ou de conquérir les parties occidentales de l'Empire, perdues depuis à peu près entre un siècle et 2 générations au moment où il devient empereur. Est-ce que, en conséquence, là, on en arrive d'ailleurs à la fameuse date de 476, elle est quasi invisible dans les sources, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Que nous dit-elle au fond de la réalité du pouvoir ? Parce que en 476, la réalité du pouvoir est déjà à Constantinople. Le fossé se creuse entre Orient et Occident, notamment sur cette idée que la régionalisation s'accentue. Alors cette régionalisation, évidemment, elle s'accentue beaucoup pour l'Occident, puisque à mesure que des chefs barbares s'introduisent dans l'Empire de manière, j'allais dire, concertée avec les autorités romaines ou en leur forçant la main, voire en leur tordant le bras, ces chefs barbares, progressivement, vont passer du statut de représentant du pouvoir romain à un statut d'autonomie, voire d'indépendance. Et donc cette régionalisation de la partie occidentale de l'Empire aboutit progressivement à sa dislocation territoriale en différentes entités politiques qu'il est convenu d'appeler depuis déjà un certain temps des royaumes romano-barbares, c'est-à-dire des royaumes dont la population est très très massivement romaine et chrétienne et catholique, et dont l'élite politique, mais surtout l'élite militaire, est une élite germanique. Donc il faut imaginer, chaque fois, on a demi-douzaine de royaumes en Occident, avec chaque fois peut-être 10 000 ou 100 000 Germains, et à côté d'eux, ou sous leurs ordres, on pourrait dire, des millions de Romains. Et ces individus, ces millions de Romains, en tout cas leurs élites, même si elles sont sous pouvoir germain, savent et se souviennent qu'elles étaient romaines, et qu'elles ont donc une facilité particulière pour se tourner vers Constantinople. Alors, l'empereur Justinien va s'immiscer dans les affaires occidentales. Il souhaite restaurer Rome dans ses droits. Et il y a un personnage qui joue un rôle important, on en vient à l'histoire militaire, c'est Bélisaire. Alors ce personnage de Bélisaire, là aussi, parce que nous bénéficions de beaucoup de sources pour le règne de Justinien, est un personnage bien connu. C'est sans doute, je pense, le seul général pour cette période dont nous pouvons reconstituer à peu près l'intégralité de la vie. C'est quand même assez rare. Il y a un autre général aussi qui est un peu son rival, qui s'appelle Narcisse. Et ce personnage de Bélisaire va être justement la cheville ouvrière des campagnes menées sur ordre de Justinien en Occident pour détruire les royaumes ou tenter de détruire les royaumes romano-barbares et donc regagner des territoires autrefois romains, et en Orient pour tenter, avec un relatif succès, de stopper l'avancée des Perses en Mésopotamie, la région évidemment la plus disputée, avec cet empire rival de Rome depuis 4 siècles. Alors pourquoi 542 en Occident ? Alors 542 en Occident est une date aussi qui est importante, tout simplement parce que ce n'est pas seulement, j'allais dire, la résonance démographique de la première vague de peste, qui touche aussi l'Occident en 542, puis qui continue, et ce, au-delà même des limites de l'Empire. Aujourd'hui, on a par exemple identifié le bacille de la peste grâce à des fosses, en fait, des fosses communes d'individus qui ont été emportés par la peste et qui vivaient en Bavière. Donc on est au-delà des frontières, évidemment, de l'Empire ou du monde méditerranéen. 542 aussi est importante sur le plan purement politique ou militaire, dans la mesure où elle marque en Italie l'échec
de Bélisaire de pouvoir justement, en tout cas l'échec de Justinien de pouvoir détruire rapidement le royaume germain qui était en Italie, le royaume des Ostrogoths, et donc de reconquérir rapidement l'Italie. La guerre s'enlise brutalement. De même, 542 aussi a une autre résonance politique et militaire un peu plus à l'ouest, cette fois-ci en Gaule, puisque c'est la première fois, 542, que ce qui va devenir la France se trouve pour la première fois de son histoire politiquement unie, mais unie sous une autorité qui est centrée sur la Gaule et qui n'est pas une autorité imposée d'extérieur, comme c'était le cas du temps des Romains. Et c'est aussi l'année 542 de l'échec de la conquête de la péninsule ibérique et de l'établissement finalement des Pyrénées pour la première fois comme une ligne de frontière entre deux entités politiques, le royaume des Francs ou des Mérovingiens au nord et le royaume des Visigoths au sud. Alors, puisque vous avez parlé de la Gaule, vous anticipez une de mes questions. On reviendra sur l'aspect militaire, notamment de la Perse après. Mais restons sur la Gaule. Il y a ce personnage que vous décrivez. C'est la première fois d'ailleurs que j'ai une telle description de ce personnage qu'on connaît quand on s'intéresse à l'histoire du christianisme, c'est Césaire d'Arles. Arles possédant un musée absolument magnifique. J'incite tous nos auditeurs à aller voir le musée d'Arles. C'est un musée d'histoire romaine. Peut-on parler d'une autonomie religieuse de la Gaule à cette époque-là, et vous montrez bien que la conversion au christianisme influence désormais à la fois la vie privée et la vie publique. On en revient toujours à cette idée de chrétienté, de basculement dans un autre monde. Justement, Césaire d'Arles est, je crois, vous avez raison, tout à fait représentatif de ce basculement, où pour lui, ce qui est le plus important, c'est d'être, j'allais dire, chrétien avant d'être romain. Donc pour lui, la chrétienté l'emporte, ou j'allais dire subsume la romanité, et il n'a pas d'a priori lorsqu'il va, par exemple, agir à de nombreuses reprises pour tenter de libérer des individus qui ont été capturés lors de guerres entre rois germains en Gaule, justement faire libérer les individus sans distinction d'origine ethnique, qu'ils soient des Germains ou qu'ils soient des Romains. L'essentiel pour lui étant évidemment de pouvoir racheter leur liberté. Donc cette pensée qui transcende les différences ethniques au nom de la religion, elle est tout à fait caractéristique de cette chrétienté qui est déjà en germe et qui est déjà installée en Gaule, sachant que Césaire d'Arles est un personnage très habile sur le plan diplomatique, qui sait très bien jouer d'une part des rivalités entre rois germains tout en restant sur son siège d'Arles, qui est un siège prestigieux, mais qui sait jouer également des rivalités au sein même de l'Église catholique, par exemple entre l'archevêque de Vienne, qui est en principe sur le plan hiérarchique son supérieur, en faisant appel à un appui beaucoup plus important que l'archevêque de Vienne, qui est l'évêque de Rome. Donc le personnage, au cours de sa longue vie, de son long épiscopat à Arles, qui se termine justement en 542, là aussi la date était tout à fait symptomatique, est un personnage qui, au long de son épiscopat, va chercher justement, pas seulement à créer une église gauloise, mais surtout à insuffler les valeurs du christianisme dans toutes les strates de la société, en particulier en ayant le souci, par exemple, de proposer une prédication qui soit accessible à tous, c'est-à-dire qui soit compréhensible de tous. Universelle, même pour des individus qui sont pas toujours bien éduqués, qui n'ont pas leur lettre latine, j'allais dire. Alors, je ferme la parenthèse et je reviens sur les aspects militaires. Pourquoi Justinien décide de réouvrir, au fond, le conflit séculaire avec la Perse en 540 ? Alors, en fait, c'est moins Justinien qui ouvre les hostilités que les Pairs qui s'immiscent, en fait, ou qui s'infiltrent dans une brèche des défenses de l'Empire. L'empereur a plutôt tenté dans un premier temps, après des échecs militaires sur la frontière orientale subis par les deux empires rivaux, les Perses existent depuis l'empire perse tel qu'on à l'époque est conçu depuis l'an 224, et comme les deux rivaux n'ont
pas les ressources suffisantes pour l'emporter, il faut qu'il trouve un terrain d'entente. Le terrain d'entente, c'est la Mésopotamie. Il y a donc une sorte de fossilisation ou d'endurcissement de la frontière qui se pétrifie avec tout un réseau de fortifications. Et l'empereur décide en 532 justement de signer une paix dite éternelle, même si elle va durer seulement 8 ans. Et c'est une paix qui est assortie justement d'une sorte de statu quo et de neutralisation du front mésopotamien et en même temps du versement de subsides très importants, en fait, d'une certaine manière, pour acheter la paix. Or, les Perses comprennent tout de suite, parce qu'ils ont des échos évidemment de ce qui se passe en Occident et en particulier des conquêtes dans un premier temps et des victoires remportées par les armées de Justinien en Afrique et en Italie, du moins avant 542, ils comprennent qu'ils doivent intervenir, c'est-à-dire ouvrir un autre front, ouvrir à nouveau les hostilités, s'ils ne veulent pas qu'à terme, toute la puissance de l'Empire soit rétablie, c'est-à-dire l'Occident soit finalement reconquis, et qu'à terme, l'Empire romain surpuissant pourrait se retourner contre eux. Au lieu d'attendre évidemment cette fin qui leur paraît inquiétante, ils préfèrent devancer le destin. Et là encore, on retrouve la peste, parce que la peste aura des conséquences sur les effectifs militaires. C'était une erreur politique et militaire de, au fond, avoir deux fronts comme cela, d'avoir à la fois le front occidental et le front oriental. Lorsque le second front s'ouvre, justement, à partir de l'année 540, Justinien comprend tout de suite que sa priorité est de défendre son empire, c'est-à-dire de défendre les fondations de son empire, donc les possessions qu'il a déjà en son pouvoir dès qu'il est devenu empereur en 527. C'est la raison pour laquelle il rappelle très rapidement Bélisard d'Italie pour l'envoyer en Mésopotamie. Pour lui, l'urgence, c'est défendre les provinces orientales, parce que ce sont les régions les plus peuplées, les plus riches, les plus soumises aussi à son autorité, et c'est là que se trouve non seulement le plus de recrues, mais c'est surtout le plus de contributeurs aux impôts que prélève l'Empire. En revanche, c'est certain, à partir du moment où l'Empire doit se battre sur deux fronts, parfois même sur trois fronts, il y a aussi un front sur le Danube que je n'ai pas mentionné parce qu'il est moins important, eh bien, les ressources de l'Empire se divisent. Or, et ça c'était évidemment, personne ne pouvait le prévoir, évidemment, parce que c'était c'était sans précédent, c'est la question de la peste, puisque alors que l'Empire est déjà obligé de se battre sur 2 voire 3 fronts, surgit la peste qui va emporter une partie évidemment de la main-d'œuvre, des contribuables et aussi des mobilisables. Alors Sylvain de Stephen, on arrive peu à peu au terme de cette émission. J'ai encore 3 questions. Que représente alors 542 ? Est-ce que c'est un achèvement et donc comme une forme de nouveau départ ou bien simplement un tournant ? Alors cette année 542, je pense, c'est peut-être plus un tournant qu'un achèvement, dans la mesure où c'est peut-être un achèvement dans l'idée de ce rêve impérial de reconstituer l'unité de l'Empire, qui effectivement semble hors de portée et devenu totalement irréaliste à partir ou après 542. 542 aussi peut être considéré comme une année charnière, cette fois-ci, dans la mesure où l'accentuation, j'allais dire, de la pression de l'environnement, de la pression de la nature sur les individus, va accélérer ou accentuer la régionalisation de la Méditerranée, même si les relations ne sont pas coupées définitivement entre l'Est et l'Ouest du monde méditerranéen. Il est évident que la peste, qui va revenir encore pendant 2 siècles avec une douzaine de vagues successives, eh bien, la peste va encourager justement une forme de repli et de diminution des relations, des échanges entre les individus et les entités politiques. Donc une disparition de l'unité politique, voire économique, mais aussi culturelle ? Alors cette unité culturelle, elle va être maintenue d'abord par les élites civiles, et ce sont ces élites civiles romaines en Occident qui restent très romanisées et qui ont donc été très sensibles au discours fédérateur de Justinien, de reconquête et donc d'union
ou de rétablissement de l'unité primordiale de l'Empire. Mais une partie de ces élites aussi, après cet échec impérial, vont soutenir de manière tout à fait loyale et définitive les rois germaniques eux-mêmes qui se romanisent profondément et qui voient tout de suite dans cette classe dirigeante romaine un milieu qu'il faut favoriser, un milieu qu'il faut également courtiser, tout simplement parce qu'ils servent aussi de courroie de transmission à leur volonté. Est-ce que c'est, avec peut-être un brin de provocation, aussi la fin d'une chrétienté romaine pour une autre chrétienté qui sera la chrétienté dont Le Goff situait la naissance avec un Grégoire le Grand au 6e, 7e siècle? Alors le personnage de Grégoire le Grand, qui est évêque de Rome de 590 à 604, est un personnage très intéressant parce qu'on peut le considérer comme lui-même étant une sorte d'incarnation, de jalon de ce passage entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Même si ce personnage est un personnage qui fait partie de la classe dirigeante romaine, c'est quelqu'un qui a fait des études de droit, qui a été fonctionnaire en fait, donc il y a on pourrait dire un cadre de vie ou un cadre intellectuel qui sont profondément romains. En revanche, ce qui est intéressant, évidemment, c'est dans son action pastorale, cette fois-ci comme évêque de Rome, comme pape, ça va être la promotion, évidemment, du catholicisme, mais il est toujours très important de le rappeler pour qu'il n'y ait pas d'anachronisme. La distinction que nous avons aujourd'hui entre orthodoxe et catholique n'existe pas à l'époque. Donc les deux termes sont utilisés de manière à peu près, simultanée, ou en tout cas comme des synonymes. Et donc les chrétiens d'Orient de l'Église impériale défendent et adhèrent aux mêmes dogmes que ceux d'Occident. Eh bien, merci beaucoup Sylvain de Stephen. La fin de l'Antiquité, 542 dans la collection Une année dans l'histoire, un livre paru aux presses universitaires de France. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité à Storia Voce. N'hésitez pas à vous rendre chez votre kiosque préféré afin de vous procurer le dernier numéro d'Histoire et Civilisation, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci à vous.